Bonjour à toutes et à tous. Avant de donner la parole à Éric Pélisson, le commissaire régional du Pacte des Solidarités, quelques mots sur la formule de ces rendez-vous de l'emploi et des entreprises. Ce webinaire est organisé dans le cadre du groupe thématique qui a été initié par le Pacte des Solidarités, qui depuis 3 ans propose 4 ou 5 fois par an des webinaires de présentation d'une expérience, d'un dispositif. Ce sont des webinaires courts qui privilégient des informations factuelles, des présentations de bonnes pratiques et qui donnent une grande place à nos échanges. Donc n'hésitez pas tout à l'heure à poser vos questions. J'en profite pour vous solliciter. Si un sujet, une expérience vous intéresse, faites-le moi savoir dans le chat, tout simplement. Et sinon, je vous communiquerai mon mail également dans le chat. Nous aurons prochainement, en début d'année 2026, un webinaire qui fera la suite de la présentation de la loi plein emploi en Occitanie. Où nous en sommes, quelle est l'actualité, quels sont les prochains petits pas de la mise en place de cette loi pour l'emploi des personnes en situation de précarité. Merci pour votre écoute. Je donne la parole maintenant à Éric Pélisson pour le mot d'accueil et pour l'introduction des intervenants de ce jour. Bonjour Éric. Bonjour Yves, bonjour à tous. Je suis désolé, je vais devoir couper la caméra parce que ma bande passante est très mauvaise et donc vous allez m'entendre mais non pas me voir. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, oui. Yves, pouvez-vous me dire si vous m'entendez bien? On vous Parfaitement. entend très Merci. bien Éric. Alors bonjour à tous, je suis donc... Parfait, merci. Bonjour à tous, donc vous le savez, je suis Éric Pélisson, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région. Alors malheureusement un peu puni aujourd'hui et chez moi parce que les manifestations des agriculteurs bloquent l'autoroute pour pouvoir me rendre au travail. Il me faudrait un peu plus de 2 heures aller pour y aller, mais pas mécontent parce que j'ai mes petits-enfants qui sont arrivés à la maison. Je voulais vous dire 3 mots avant de passer la parole pour la suite. Le premier, c'est que je prends ma retraite au 1er avril. La commission de sélection pour recruter le prochain ou la prochaine commissaire contre la pauvreté s'est tenue lundi. On a reçu avec le préfet de région la liste des 32 candidats qui se sont manifestés mardi soir, parmi lesquels la commission propose d'auditionner 7 candidats. Et naturellement, avec les manifestations des agriculteurs, nous n'avons pas eu le temps d'en parler avec le préfet, de nous pencher sur la validation de cette liste. Et les entretiens qui étaient programmés pour demain, vendredi après-midi, ont dû être repoussés à la semaine prochaine, ce qui va me conduire aussi à repousser mes propres congés. La lutte contre la pauvreté que Yves effectivement a nommée dans son appellation 2024-2027 de Pacte des solidarités se décline en 4 axes. Et nous allons voir dans un instant que nous sommes à l'articulation de 2 de ces axes. Donc le premier axe, c'est la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté chez les enfants et les jeunes. Le deuxième axe, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Le troisième, c'est l'accès aux droits, y compris accès aux droits de santé et prévention. Et le quatrième axe, c'est la transition écologique juste et solidaire. À ce titre, et depuis 2019, pour pouvoir décloisonner les territoires, vous savez, on est très départementaliste en France, décloisonner les institutions qui, quelquefois, se sentent très propriétaires de leurs prérogatives et décloisonner les métiers parce qu'on voit bien qu'on a besoin de travailler tous ensemble pour avancer sur des sujets complexes, eh bien, je suis assisté d'une quinzaine de groupes de travail thématiques, dont le groupe de travail que je salue aujourd'hui, donc autour de l'emploi, de l'insertion des entreprises, quelquefois d'ailleurs avec les mêmes animateurs et les mêmes membres du groupe de travail depuis maintenant 7 ans. Ces groupes de travail vont être d'ailleurs réunis avec leurs animateurs et leurs membres le 26 mars prochain à Toulouse pour pouvoir faire un bilan de 7 ans d'implication et des prospectives pour pouvoir appuyer le prochain ou la prochaine commissaire. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que chaque groupe de travail conduit des initiatives, dont des initiatives, par exemple, d'organiser des journées d'études ou des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Alors justement, j'évoquais le décloisonnement il y a un instant pour dire que Tapage est typiquement à l'articulation de plusieurs problématiques. Et en premier lieu, avant même de parler d'insertion sociale et professionnelle, de prévention des addictions, puisque il s'agit effectivement d'une action qui s'adresse à des jeunes qui sont porteurs d'addiction
Et donc, il y a une action effectivement de réduction des risques qui va vous être présentée plus avant. Mais c'est aussi une action d'insertion, bien entendu, puisque c'est un premier pas vers l'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes, puisqu'on le verra, ils sont payés à la journée à l'issue de leur engagement dans des actions concrètes qui leur sont proposées par les associations locales, dont on verra dans un instant le modèle économique et le cofinancement. Et donc, cette action de tapage, elle est, on va dire, dans l'ADN pur de la lutte contre la pauvreté, puisqu'elle s'adresse à des jeunes qui sont effectivement le plus souvent à la rue ou en très très grande précarité et qui cumulent à la fois des difficultés d'exclusion sociale, d'accès évidemment à l'insertion et comme je disais il y a un instant, en premier lieu, d'addiction. Et donc, on voit bien combien nous avons besoin de décloisonner pour apprendre à travailler tous ensemble. On le dira dans un instant d'ailleurs. Ce dispositif a conduit à prendre contact en accord avec Tapage National et moi-même avec les offices HLM qui peuvent être des prescripteurs, qui peuvent être des partenaires financiers. Et en effet, nous cherchons à mobiliser l'ensemble des acteurs qui peuvent s'engager dans la lutte contre la pauvreté en général et ici dans l'action tapage. Sans plus attendre, je rends la parole à nos animateurs pour la suite de notre webinaire. Je remercie tous les participants auxquels je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'est à vous. Et bonjour à tous. Je vous remercie, Monsieur Pélisson, pour cette introduction et ce beau résumé du dispositif tapage. Donc, moi, je m'appelle Pierre Mollis et je suis chargé de développement des écosystèmes pour l'association Tapage France, qui est la tête de réseau qui accompagne l'ensemble des dispositifs dans leur ancrage et leur développement. Donc, à savoir, c'est que Tapage est une innovation médico-sociale qui est soutenue par l'État. Donc, dans un premier temps, en 2018, en incluant Tapage dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et cet engagement et cette confiance a été reconduite en 2023 dans le cadre du Pacte des solidarités 2024-2027. Donc aujourd'hui, je vais vous faire cette présentation du dispositif Tapage de manière globale et je tiens à m'excuser de la part de Sylvie Gipulot, donc directrice du CARUD de l'association Joseph Sauvy de Perpignan, qui devait participer à ce webinaire et qui malheureusement ne sera pas présente. Et donc elle tient à s'excuser auprès de vous de ne pas pouvoir participer à ce webinaire, mais je me ferai porte-parole en tout cas de ce dispositif-là. Donc actuellement, nous avons 77 programmes sur l'ensemble du territoire. Chaque programme représente une ville différente et le programme Tapage est porté exclusivement par des XAPA et des CARUD. Donc un XAPA, c'est le Centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, et CARUD, Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Ce sont donc ces deux seules structures qui sont en capacité et autorisées à porter le dispositif Tapage. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est Tapage? Donc Tapage, c'est travail alternatif payé à la journée qui va être à destination des jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité. Et comme disait M. Pélisson, qui vont pouvoir cumuler plusieurs problématiques, que ce soit sur des questions de logement, de justice, d'administratif ou autre. Et donc, la problématique commune avec tous ces jeunes, ça va être en lien avec les consommations et les addictions. Donc l'idée de Tapage, c'est de pouvoir être d'abord dans une position d'aller vers, d'aller à la rencontre de ces jeunes-là, de leur présenter le dispositif Tapage, car ce sont des jeunes qui sont souvent en situation d'errance ou dits invisibles. Donc l'idée, c'est de leur présenter le dispositif, et à savoir, c'est que Tapage est sans engagement immédiat et sans compétences nécessaires pour ces jeunes-là. Donc concrètement, ça va être des plateaux de travail en petits groupes. Généralement, on va retrouver au maximum 6 ou 7 jeunes et ils seront toujours encadrés par un éducateur spécialisé issu du XAPA ou du CARUD qui porte le dispositif Tapage. L'idée, c'est de pouvoir les remobiliser via ce temps de travail-là et l'éducateur va être en position, si je puis dire, de côte à côte avec eux et vont réaliser l'activité avec ces jeunes-là pour permettre de créer du lien et de délier les langues des jeunes et de donc permettre à l'éducateur de comprendre la situation dans laquelle se trouve chaque jeune et quelles problématiques il fait face. À partir de ce moment-là, il va être en capacité de lui proposer donc un accompagnement global, une prise en charge globale, que ça soit en priorité sur l'accès aux soins, mais également sur des questions d'emploi, de logement, administratif et judiciaire.
Et l'idée, via ce dispositif-là, c'est de développer leur pouvoir d'agir en leur laissant le choix d'intervenir et de participer sur des plateaux de travail. Et une fois que le plateau de travail est réalisé, ces jeunes vont recevoir une rémunération en cash. Et l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de subvenir à leurs besoins primaires, que ça soit se nourrir, se vêtir, se loger, grâce à cette rémunération-là. Donc là, je vais passer sur un petit zoom en Occitanie, sur le réseau tapage en Occitanie. Donc actuellement, nous avons 9 programmes sur la région. Donc nous avons Auch, Moissac, Montauban, Toulouse, Carcassonne, Perpignan, Narbonne, Montpellier et Nîmes. Ce qui représente 7 départements sur les 13, mais on a également des perspectives de développement sur la ville de Cahors, Béziers et Bagnols-sur-Cèze. Donc ça, c'est l'ensemble du réseau tapage en Occitanie. Mais de manière globale, sur l'année 2024, Tapage, sur l'ensemble du territoire, a accompagné un peu moins de 2000 jeunes, ce qui représente à peu près 53 000 heures de plateau de travail réalisés par les tapageurs. Mais depuis 2016, nous avons accompagné un peu plus de 7600 tapageurs, donc jeunes. Parmi cet accompagnement-là, nous avons bien évidemment des jeunes qui sortent du dispositif. Et donc, sur l'année 2024, nous avons 660 jeunes qui ont quitté le dispositif tapage. Et pendant le parcours au sein du programme, ils ont participé à une prise en charge médicale, donc à hauteur de 44%, mais également en addicto à 61%, et en suivi psychologique à 31%. À savoir, c'est que l'ensemble des jeunes qui, quand ils rentrent sur le dispositif, ils ont zéro prise en charge sur ces questions-là. Donc, ce qui montre vraiment l'impact que peut avoir sur l'accès aux soins et la prise en charge en soins auprès des tapageurs. Mais également mentionné précédemment, Tapage apporte également un accompagnement global auprès des tapageurs, que ce soit sur leur situation de justice. Donc 30% d'entre eux ont été accompagnés sur ce sujet-là, et dont 26% ont vu leur situation résolue. Mais également sur des questions de logement, avec 68% des jeunes qui ont retrouvé un logement stable, et dont 9% d'entre eux sont en centre d'hébergement. Quand ils quittent le dispositif Tapage, nous allons également retrouver des sorties positives emploi. Donc 42% d'entre eux ont retrouvé une sortie positive emploi. Donc 17% sont en CDD, 7% en CDI, 3% en SIAE, 14% ont repris ou débuté une formation et 2% en contrat de qualification. Donc ça, c'est vraiment une présentation assez globale et succincte du dispositif Tapage et de l'impact que peut avoir Tapage sur ces jeunes-là. Je vais poursuivre donc cette présentation par le dispositif de Perpignan, qui initialement devait être fait par Sylvie Gipulot, et je me répète, elle s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui. Mais à Tapage Perpignan, ils ont une forte capacité RH pour accompagner ces jeunes-là, notamment grâce au soutien du Pacte des Solidarités pour la mise en œuvre du programme à Perpignan. Donc, sur l'année, ils ont pu accompagner 102 tapageurs, ce qui représente à peu près 2700 heures de travail réalisées par ces jeunes-là, et sur 193 plateaux de travail. Donc, ce qui leur permet de proposer à ces jeunes-là, en moyenne, 4 à 5 plateaux par semaine. Par période de l'année, ça peut être un peu plus et d'autres un petit peu moins. La spécificité également de Tapage Perpignan, c'est qu'ils vont retrouver l'ensemble des donneurs d'ordre partenaires possibles. Donc, ce sont toutes les structures qui vont proposer du temps de travail à ces jeunes-là. Donc, à Perpignan, nous avons des associations qui font appel à Tapage, des collectivités comme les mairies, la métropole, la préfecture qui font également appel à Tapage, mais ainsi que des bailleurs sociaux comme Trois Moulins Habitat et également des entreprises privées telles que Veolia. Donc en termes d'activité, pour ces jeunes-là, généralement, on va demander à nos donneurs d'ordre partenaires d'identifier des besoins en interne qui ne vont pas nécessiter de compétences ou de savoir-faire spécifiques pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir intervenir sur ces plateaux et éviter qu'ils se retrouvent face à un nouvel échec ou des difficultés. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir leur trouver un temps de travail qui soit adapté et réalisable par un maximum de jeunes. En termes d'accompagnement et de sortie au niveau de Perpignan,
il y a eu sur l'année écoulée 56 sorties du dispositif tapage, dont 18 qui ont retrouvé, enfin qui ont une sortie positive emploi et formation. Donc parmi ceux-là, il y a des sorties sur du CDD. Donc des jeunes qui ont un CDD dans de la garde d'enfants, dans le secteur de l'agriculture, du loisir, de la restauration, du tourisme, etc. Mais également des CDI, que ce soit sur de l'entretien d'espaces verts, de l'entretien sur des berges et des rivières, l'entretien d'espaces verts, recyclerie, autres, mais également en formation. Il y a des jeunes qui ont repris des formations ou débuté une formation sur le secteur sur le secteur de métier de la plomberie, chauffagiste, sur du commerce et autres. Donc, ce qui montre vraiment que l'accompagnement tapage, qui est un accompagnement global, permet à la fois une réduction des risques sur la consommation des jeunes, mais également favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en fonction de leurs envies et de leur motivation également. Donc là, vous allez retrouver les paroles d'un tapageur. Donc, tapage, ça te sauve, t'es en galère, t'as pas à manger depuis 2-3 jours, tu peux pas... ah, pardon, j'ai pas la visibilité. Hop. Take. Hop là. Tu peux aller au moins aller faire des courses et après apprendre à travailler en équipe et dans le respect. C'est cool pour les jeunes comme moi, ça nous permet de nous réinsérer où personne ne veut de nous. Beaucoup ne croient pas en nous, malheureusement. Donc voilà, ça c'est une petite présentation du dispositif tapage à Perpignan. Il me semble avoir vu parmi les participants qu'il y avait la mairie de Perpignan, donc notamment Monsieur Ferrero. Peut-être que s'il est dans le coin, il pourrait témoigner notamment sur les interventions de tapage dans les QPV, dans un QPV à côté sur Perpignan. J'en ai encore discuté avec eux cette semaine et c'est un super plateau de travail. Je ne sais pas si vous êtes présents. Hop. Bon. Malheureusement non. Donc c'est un plateau qui se fait sur une zone de QPV où Tapage Perpignan intervient notamment sur le ramassage d'envols et de déchets issus qui se retrouvent sur cette zone-là. Et il m'expliquait cette semaine que c'est un plateau qui est extrêmement intéressant car il y a une forte participation d'enfants et de jeunes issus du QPV qui participent au plateau de travail avec les jeunes, qui prennent des pinces et qui réalisent l'activité avec eux. Et ce qu'il me disait, c'est que ça permet également donc, de pouvoir sensibiliser ces jeunes-là sur ces questions, enfin les enfants sur ces questions de il faut faire le tri, il faut faire attention aux déchets, mais également une revalorisation et un lever des stigmas auprès des tapageurs. Donc voilà ce que je peux dire jusqu'à présent. Et je vais laisser la parole à Étienne Normand, donc chef de service au sein de l'association Clémence Isor, qui porte également le dispositif tapage à Toulouse. Oui, bonjour. Hop là. On t'entend bien, Étienne. Ok, très bien, je voulais voir les slides. Merci Pierre. Donc du coup, nous à Toulouse, on a la particularité d'avoir démarré avec Tapage à partir de 2014 et d'avoir des premiers chantiers en 2017, mais surtout de décoller Tapage avec l'inscription au plan pauvreté et puis au pacte des solidarités. Donc là, je vous ai mis quand même un petit peu l'ensemble autour de ce que t'es présenté par M. Pélisson juste avant sur la question des axes. En fait, on est sur l'axe 2 et 3 et on a surtout aujourd'hui un certain nombre de partenaires que j'ai mis. Donc, au-delà de la question de la DIPLP, on a Toulouse Métropole donc, qui porte l'enveloppe et le développement de tapage sur son territoire. Avec nous, on a aussi les associations qui sont les employeurs des jeunes, les AI, Interrem et la passerelle 31. Et puis, comme vous parliez, Monsieur Pélisson, de cofinancement, effectivement, sur Tapage Toulouse, on a pu, et c'est le cas aussi, me semble-t-il, sur Perpignan, on a pu avoir un cofinancement de l'Agence régionale de santé. Donc j'ai mis aussi, alors permettez-moi de l'avoir mis sur cette slide-là, mais en fait, c'est pas dans le cadre des pactes de solidarité que l'ARS nous finance, c'est dans le cadre tout simplement d'ateliers en santé que je vais développer par la suite. Si tu veux bien passer à la slide suivante, merci. Donc pour Tapage Toulouse,
On a mis un seuil parce qu'on a effectivement un programme qui est développé de manière différente sur l'ensemble des territoires en fonction des financements, des cofinancements et des possibilités au sein des structures qui les portent. Donc nous, à Toulouse, on est moins doté que sur Perpignan en termes RH. On a 1,5 équivalent temps plein, ce qui nous permet de faire une file active plus resserrée de 70 tapages heure. Enfin, en gros, ça monte un peu plus entre ceux qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. C'est aussi le principe de tapage d'être très souple et inconditionnel en termes d'accès. On a réalisé 3000 heures de travail sur l'année 2024 et 157 plateaux de travail. Alors 150 sont financés dans le cadre du pacte des solidarités et après on va vers des plateaux de travail privés comme l'a expliqué Pierre juste avant. C'est aussi une des particularités. Hein. Chaque fois que vous allez être sur un territoire, il ne faut pas imaginer que vous ayez 150 plateaux de travail développés dans le 31 et c'est pareil dans le 82 et autres. Non, il faut vraiment prendre le temps, selon votre territoire, d'appeler aussi la structure porteuse pour voir un peu quelle est l'offre possible pour ces jeunes. Toujours les paroles aussi de tapageurs. Entre tapage, c'est un début de contrat. Les chantiers tapage me permettent de pouvoir tenir financièrement jusqu'à la fin du mois, le temps d'être payé par mon employeur. En plus, ça me permet de voir un peu en quoi ça ressemble, le monde du travail, et ça donne une idée de comment on serait inséré. Bon, ça permet de goûter un vrai travail à l'argent propre, et ça me permet de me dire que je peux faire des choses, ça donne une certaine fierté. Toute précision faite qu'effectivement, tous les jeunes ne sont pas dans des situations de trafic ou autres, mais effectivement, des fois, ils peuvent aussi être dans des divers coups de main, emploi au black ou autre, et donc pas forcément être rémunérés à leur juste valeur, ni même être reconnus en tant que travailleurs. Donc sur la slide suivante, on va voir en quoi correspond l'ensemble des missions qu'on a autour de ces jeunes, puisqu'on les a mis au centre, hein, donc à la fois travailler effectivement sur la question de la rencontre, leur capacité d'agir, leurs compétences psychosociales, travailler sur leur fierté, la réussite, l'estime de soi. On les considère comme jeunes, certes, mais aussi citoyens et aussi travailleurs, avec tout ce que ça représente, la question de la mise en emploi. L'association régionale Clément Cisor porte tapage à Toulouse et nous, en fait, on a pour charge de recevoir les jeunes, faire le partenariat avec les équipes qui nous orientent ces jeunes, transporter les jeunes sur les chantiers, organiser les chantiers d'un point de vue matériel, en termes d'équipement de sécurité. Également aussi l'organisation avec les associations intermédiaires. Donc là, on a eu APIC au départ, après c'est Interrelais et également maintenant la passerelle 31. Travailler à partir du côte à côte, comme l'a dit Pierre, la question de la réduction des risques et surtout lever toute question autour de l'intimité du jeune. Et pouvoir aussi le réorienter vers l'équipe, vers ses soutiens et son étayage social qui précède à son arrivée sur tapage. L'association intermédiaire, elle, est employeur des jeunes, donc au-delà de la question de DPAE et autres, établit les bulletins de salaire, les contrats de travail, donne la paye aux jeunes. On est sur une paye qui est devenue équivalent du SMIC, mais auparavant, la question était vraiment de 10 €, même quand le SMIC n'était pas à cette valeur-là, en termes on donnait 10 € net par heure, parce que ça permet une alternative à la question du chouf ou à la question de la manche pour les jeunes. Et nous, on a cette particularité à Toulouse d'avoir développé tapage auprès des jeunes en errance. Ça, c'est le profil classique, hein, des jeunes qui sont en situation d'errance, dit en anglais comme des NEET, Not in Education, Employment or Training. Et on l'a développé également auprès des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc ça aussi, c'est important de le savoir, c'est que selon les structures et les programmes, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes profils de jeunes accueillis. On est dans une grande ville, on fait les jeunes en errance, on trouve aussi qu'il y a de l'errance auprès des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, et ces jeunes sont tous, en tout cas, consommateurs ou en lien avec la question du trafic. Toulouse Métropole, qui porte l'enveloppe, mais pas que, hein, c'est travaille également aussi à rechercher des chantiers qui satisfont aussi à l'espace métropolitain et des chantiers qui sont adaptés à tapage. On le verra par la suite, et elle met en relation
aussi avec son équipe opérationnelle, nos acteurs, éducateurs et les structures de la ville de Toulouse qui veulent avoir un chantier, par exemple, si on va sur une mairie de quartier ou sur une école, ou même sur des espaces verts, on va être en lien avec les agents territoriaux de tapage, avec les agents territoriaux pardon, de la ville, vont être en lien avec tapage et l'équipe et les jeunes. Tu veux bien passer à la slide suivante? Alors, juste remettre, en fait, parce qu'en fait, ben là, on fait une histoire assez récente entre 2019 et 2025, pardon pour le bruit, hein, je suis dans un bureau partagé. Entre 2019 et 2025, on voit quand même qu'il y a eu pas mal de choses. D'abord, 2019, c'était la mise en œuvre dans le cadre du plan de pauvreté. On était de souvenir à 114 chantiers sur l'année. Il fallait se coordonner, mieux se connaître et tout ça. Après, en 2020, on était sur l'année Covid. On a eu aussi à travailler à reconnaître ce statut de travailleur et de travailleurs indemnisés pour un certain nombre de jeunes. 2021, 2022, 2023, on était principalement sur diversifier les chantiers et diversifier les phases, hein. C'est un programme, on n'a pas assez insisté là-dessus, mais c'est un programme phasé. Avec une phase 1 qui est en fait, en grosso modo, la phase de rencontre, la phase d'essai. Essai ne veut pas dire que ça va être on va te valider ou t'invalider, on n'est pas sur une période d'essai, on est juste, on s'essaye les uns les autres en termes de rencontre. La phase 2, c'est plutôt l'accompagnement social et on rentre sur des questions plus intimes de santé. La phase 3, ce sont des jeunes qui sont autonomes sur les chantiers et qui peuvent réaliser des chantiers autonomes et qui sont employables et qui ont levé un certain nombre de freins éventuellement de santé. Comme on ne sait pas, c'est phasé, mais c'est pas forcément progressif et que la vie, on le sait bien, elle peut être en dents de scie, notamment pour la question des jeunes, dans leur rapport, ben, du coup, ils peuvent passer de la phase 1 à la phase 3, à la phase 2, en fonction aussi, c'est un dispositif tapage qui s'adapte vraiment aux conditions de vie et aux problématiques que rencontrent les jeunes au quotidien. Donc l'idée, c'était aussi de remettre en place un week-end sur l'année, deux week-ends pour juste partager d'autres choses. Alors on avait la particularité, nous, à Tapage, d'avoir moi-même et un autre collègue qui étaient formés en monitorat de plongée. Donc du coup, on les emmenait sur des week-ends. Je sais que M. Pélisson était assez friand de ces week-ends-là. On verra si c'est possible par la suite parce que un de membres de notre équipe n'est plus sur ce dispositif. Sur 2024, bah, du coup, c'était encore de développer. Puis 2024 a vu arriver, c'est là le lien avec l'Agence régionale de santé, les ateliers santé. Donc les ateliers santé, c'est en fait dans le cadre du contingency management, management par les forces, management par les contingences. Ça a été montré par les Nord-Américains, encore une fois, hein, ta page vient aussi de là, que quand on permet à des personnes en fait de prendre soin d'elles et d'être rémunérées au titre du prendre soin, bah, finalement, la société avance parce qu'elles prennent soin d'elles ou d'eux. Et ça coûte moins cher en termes de soins curatifs par la suite. Donc on a décidé en fait de créer des ateliers de santé de prévention avec ces jeunes qui viennent sur des temps de 3 à 4 heures, rencontrer des professionnels de la dicto, des professionnels de la sexologie, d'autres problématiques de droit, aussi des assistants de services sociaux et autres, médecins, pour pouvoir mieux visualiser ce qu'est le prendre soin, la question des droits sociaux, les droits de santé, la question des risques liés aux risques sexuels, à la prévention et le risque lié aux usages de substances, même sur des substances qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent de loin. Lutter contre les overdoses, c'est un autre type d'atelier, et puis des ateliers sur l'estime de soi avec une personne extérieure qui les accompagne. Donc on est vraiment dans ce nouveau format-là qu'on essaye depuis 2 ans. Là, on va être sur une année complète de ce format-là.
On sait aussi que en 2025, on a renforcé l'AI avec l'arrivée de la passerelle 31 et davantage de chantiers privés en phase 2 qui vont arriver. Donc ça va être bilanté. On sait qu'aussi 2026, il va falloir continuer. Puis on espère aussi que le pacte des solidarités ne verra pas sa fin en 2027, mais ça, personne n'a de boule de cristal. Donc il va falloir pouvoir sérieusement se mettre aussi en recherche d'acteurs privés qui financent et qui permettent à Tapage de continuer d'exister. Si tu veux bien passer sur la prochaine slide. Donc voilà, les natures de chantier, en fait, Tapage, ce n'est pas une entreprise à proprement parler. On vient se mettre un peu dans des interstices, justement, où les entreprises sont peu ou pas là, ou ne veulent pas y être. Donc on va faire des désherbages et tontes et autres élagages, mais qui vont être surtout sur les couronnes vertes autour des structures, entreprises ou collectivités, sur des zones qui sont souvent délaissées. On peut faire du nettoyage aussi, ramassage de... On va également aussi déménager du mobilier pour des associations, rafraîchir des appartements qui sont à Toulouse, comme les appartements passerelles à destination de personnes en situation de grande vulnérabilité. On peut aussi travailler avec des OPHLM, comme l'a dit Eric Pélisson, on travaille de plus en plus. Ça va être du ramassage, ça va être aussi travailler sur les halls d'immeubles, de pouvoir passer du Karcher sur des espaces qui ont tendance à se verdir. Et donc de permettre à tout le monde de mieux vivre ensemble sur ces espaces OP, publics d'accès au logement. Si tu veux bien passer à la slide suivante. Voilà, donc rapidement, on a donc quand même des jeunes qui sont majoritairement inscrits. Alors nous, on a fait la minorité. Maintenant, c'est inscrit dans le programme. Majoritaire entre 19 et 24 ans. On a quand même des différences entre les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et les jeunes en errance, notamment sur la question du lien avec les jeunes femmes. Probablement lié au fait que, et on le sait, que de manière générale, selon l'étude et la thèse de Sarah Perrin, on va retrouver de manière nationale et européenne un rapport 80-20 en termes de répartition hommes-femmes sur des structures en situation qui accompagnent les personnes en précarité. Mais au-delà de ça, puisqu'on est bien en deçà, c'est aussi la question de la féminisation de notre équipe. Et pour le coup, actuellement, un équivalent temps plein sont un équivalent temps plein d'hommes. Donc forcément, ça crée un rempart aussi à l'arrivée de jeunes femmes sur ce dispositif. On essaiera de le faire évoluer très prochainement. Pour les jeunes, la différence aussi qu'on va voir, c'est la différence de ressources. Donc, vous voyez là en bas à gauche, vous avez les ressources jeunes 2024, avant-après. Avant, c'est plutôt lors de la rencontre, on voit qu'on a beaucoup de recours à la manche ou à du trafic, enfin des ressources illicites. On peut avoir des ressources aussi parentales, mais très rarement. Des ressources prostitutionnelles. Et en phase orange, vous allez voir finalement que ça bascule tout doucement, moins de recours à la manche, plus d'intérim, plus de droits type AH aussi, parce qu'on a des jeunes en fait qui ont permis, dont ça a permis, au vu de leur handicap, d'ouvrir leurs droits à l'allocation adulte handicapé, Tapage, des ressources autour du CEJ, du contrat emploi jeune et des CDD et de tout ce qu'on a dit avant avec Pierre. On note aussi des différences sur la question du rapport aux produits. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais en fait, globalement, sur les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, on va être entre cannabis, tabac, alcool et protoxyde. Hein, c'est bien dans l'image actuelle qui est faite au niveau médiatique. Et puis, pour les jeunes en errance, on va étendre ce spectre de l'usage de produits par des produits qui vont s'ajouter, comme la kétamine, l'ecstasy ou le crack. Et en fait, on a quelques petites différences. Alors, ces petites différences, tu peux passer à l'autre slide, elles sont aussi intéressantes dans la mesure où elles se trouvent aussi sur la question de la rencontre, puisqu'on a décidé que ce ne soit pas des chantiers différenciés. Et donc, on se fait rencontrer des jeunes avec des parcours de vie différents, avec des origines différentes, avec également une socialité différente et des codes différents, et également des rencontres entre QPV et jeunes en errance. Ça veut dire que forcément, on n'est pas forcément
issus du même monde, mais on peut aussi avoir des rencontres entre personnes queer et non queer, entre personnes en situation de prostitution. Et donc tout ce petit monde de jeunes va pouvoir aussi travailler sur ces représentations. Et ça, c'est aussi un pari qu'on ne met pas assez en avant, mais je trouve qu'il est notable pour la suite, notamment pour le faire société. On a également sur la question du logement, on voit entre avant, après, sur l'année 2024, on voit qu'en fait, on va renforcer des questions de logement et d'hébergement, notamment en institutions, qui vont pouvoir se vivre, qui vont pouvoir être renforcées ou qui vont pouvoir être maintenues, que certains proches acceptent de mieux revoir les jeunes également. On a quand même un rapport de 9 à 14%, et toujours un certain nombre de jeunes qui sont en situation de sans domicile fixe, que ce soit, et ça j'insiste, c'est pas lié que à la question des jeunes en errance, on a aussi des jeunes qui sont SDF sur les quartiers prioritaires de la ville, qui vivent dans des caves, qui vivent dans des voitures et qui ne restent sur leur quartier d'origine. Next. Hop. Tac. Et ben voilà, j'ai fini pour ça. Je ne savais plus où j'en étais, excusez-moi, mais j'avais mis quelques verbatim. Si vous voulez, on peut en rediscuter par la suite. Je vais laisser cette vidéo d'un entrepreneur et comment dire, qui fait briller Tapage, qui permet aussi d'être ambassadeur de Tapage, nous présenter sa mission. Qui s'appelle Thierry Merlot. Donc c'est notre responsable RSE au niveau régional. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire mon premier chantier avec Tapage Poitiers, où voilà, j'ai eu un coup de cœur. Ce que j'apprécie dans le dispositif Tapage, déjà, c'est la nouveauté qu'on va retrouver en termes de profil des personnes accompagnées, de manière de les accompagner, à savoir ces prestations sur une journée, une demi-journée, avec un versement de salaire derrière. C'est la première fois que je rencontre une association qui fait un vrai boulot d'insertion. Jusqu'à présent, l'insertion, c'était je t'envoie un jeune et il s'assoit sur la marche d'escalier. Alors que là, on sent qu'il y a un vrai projet, une vraie histoire et une vraie envie de faire grandir ces gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour vivre normalement. Pour avoir côtoyé différentes structures qui permettent à des gens éloignés de l'emploi d'aller vers une activité professionnelle, de reprendre le goût au travail, de réapprendre parfois les codes de l'entreprise, je trouve dans le dispositif Tapage un dispositif qui est plutôt unique en son genre et qui vient surtout s'adresser à des publics qui ne sont pas nécessairement captés à travers d'autres dispositifs d'insertion. Donc pour moi, Tapage, c'est vraiment un dispositif complémentaire et qui vient adresser un besoin de territoires, de villes qui sont aux prises en fait avec des gens qui sont en errance et qui ont besoin en fait de retrouver un cadre. Tapage, c'est le premier pas pour aller trouver ce cadre-là, pour trouver aussi de l'écoute et de la bienveillance et surtout retrouver le goût du travail. Ça peut être un axe de différenciation intéressant pour une entreprise comme Suez, mais pour finalement n'importe quelle entreprise qui peut travailler avec des collectivités, parce que on amène donc une prestation et en même temps on amène une dimension sociale et on vient répondre à un problème ou à des difficultés que peut rencontrer le territoire et participer du coup à la solution finalement, grâce à Tapage. C'est quoi? C'est une volonté finalement de l'entreprise de générer de l'impact positif. Tapage est un vrai levier qui apporte du sens aussi bien dans le cœur d'activité, parce qu'il y a quand même la réalisation d'une activité qui est de qualité, qui est purement opérationnelle et qui peut répondre à un besoin de l'entreprise. Mais vous avez aussi tout le sens que ça porte en soi de mettre en activité des gens
qui vont pouvoir être encadrés à travers cette activité et surtout dans un encadrement beaucoup plus global en fait que la simple activité en elle-même. Là aussi où il y a un vrai intérêt pour nous de développer Tapage, c'est dans le cadre de la politique RSE qu'une filiale souhaiterait mettre en place, par exemple pour répondre à des clauses autour des heures d'insertion qu'elle va avoir. Et donc un conseil que j'aurais pour nos opérationnels qui souhaiteraient développer ça, c'est de réfléchir à tous les plateaux prestations qui aujourd'hui sont réalisés peut-être par des prestataires, on va dire, normaux, qui pourraient être réalisés par des structures Tapage. Et identifier des prestations qui pourraient basculer sur Tapage, je pense que c'est une première étape. Puis après, bien penser aux attentes de vos autorités organisatrices. On est sur des structures qui sont reconnues au niveau national et au niveau local. Donc il y a un intérêt business aussi, il faut se le dire. Et puis de manière générale, renforcer la stratégie RSE que vous souhaitez mettre en place. Voilà, pardon, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais je pense qu'on va pouvoir passer au temps questions-réponses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yves. Je suis tout à fait d'accord, on a un gros quart d'heure devant nous Voilà. pour les questions-réponses. Et merci pour vos interventions très claires et détaillées. Mais parfait, merci. Hop. Je constate qu'il n'y a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question directement. On activera votre micro. Tac, hop là. Oh là, je vous en prie. Il faut que vous activiez votre micro. Alors, en attendant, Tina, allez-y. Oui. Il faut que vous activiez votre micro et vous pourrez prendre la parole. Ah, ça y est, je capte. Ah, ça y est, vous m'entendez là? On Merci. vous entend toutes les Voilà, deux. rapidement, bonjour. Donc, je suis chef de projet quartier prioritaire à Clermont-Lérault. Et ce dispositif est inspirant. Je voulais savoir comment vous le mettez en place concrètement. C'est-à-dire qu'il y a une association qui s'empare du dispositif et qui s'engage à le déployer et qui va affecter, je ne sais pas, des adultes relais, peut-être pas, ou des médiateurs, de la prévention spécialisée pour aller capter le public. Voilà, des choses très condensées, hein, très, très court, comment les 2-3 étapes pour être dans le concret. Tout à fait. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de répondre à la première partie de la question, qui est comment avoir un dispositif sur son territoire ou à proximité. C'est généralement, donc, comme je mentionnais au début, le dispositif Tapage est porté par des XAPA ou des CARUD. Donc, généralement, ce sont de leur volonté et de leur envie. S'ils souhaitent monter un dispositif Tapage, ils prennent contact avec nous et nous, par la suite, on va les accompagner et faire une étude, on va dire, du contexte et de l'environnement autour de ce XAPA-là pour identifier la pertinence et les capacités aussi opérationnelles de développer un programme Tapage. Et par la suite, ils vont remplir un questionnaire formulaire d'information et qui va être transmis à notre conseil d'administration au niveau de l'association Tapage France, qui va par la suite donc décider de l'ouverture ou non d'un dispositif Tapage sur un territoire. Donc ça, c'est pour la première partie. Et après, sur le repérage des jeunes, là, je demanderai peut-être à Étienne de compléter également. Mais donc là, il va y avoir plusieurs tactiques qui vont être mises en place. Ça va être dans un premier temps, ces structures-là, donc les XAPA ou les CARUD, vont mettre en place des procédés qu'on appelle des maraudes. Donc là, c'est vraiment aller au contact de ces jeunes-là, d'aller dans les lieux de squat, dans les lieux publics ou autres, pour présenter le dispositif Tapage. Après, chaque programme, comme mentionnait Étienne par avant, va avoir
un lot de partenaires qui va graviter autour et qui peut être également orienteur. C'est-à-dire que nous, on prend le temps de présenter le dispositif et si cette structure d'accompagnement identifie un jeune qui a des problématiques ou qui correspond au profil tapage, eh bien, il peut orienter le jeune vers le dispositif tapage. Ouais, donc partenariat avec d'autres acteurs auprès de la jeunesse pour la réorientation. Exactement, ça peut être des missions locales ou autres, enfin tout acteur d'accompagnement de jeunes. C'est ça. Je pense que ce qui est important de préciser, c'est que les structures elles-mêmes sont déjà en contact avec un certain nombre de jeunes. Aussi. Très concrètement, au-delà des cibles, au-delà de la question du CARUD et du XAPA, c'est que moi, je vais prendre l'exemple de Toulouse. On est un CARUD, on est au centre-ville. On a 1500 personnes en file active et on a 25% des 1500 personnes qui sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc, du coup, on est en lien direct avec ces jeunes qui sont en situation d'errance. On a développé le partenariat avec les autres associations, comme je le disais dans ma présentation, sur les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Et effectivement, comme tu l'as dit, Pierre, les modalités qu'a un CARUD, c'est à la fois un lieu d'accueil où les personnes se présentent de manière inconditionnelle de leurs états et de leurs usages, et également des maraudes, des actions diverses et variées en lien avec la question des usages et de la jeunesse, notamment avec le festif ou d'autres choses. Ce que j'ai noté que vous disiez que ces jeunes-là bénéficiaient de 0 accompagnement. Je l'ai noté comme ça. Donc, s'ils sont à la MLJ, c'est qu'il y a un début d'accompagnement, mais pas que, alors, en fait, si je comprends. Il ne me semble pas avoir dit ça. Il y a des jeunes qui disposent de 0 accompagnement, effectivement. Il y a des jeunes qui sont sortis des radars. Les jeunes qui sont en situation d'errance, il peut y en avoir qui viennent juste se poser dans l'accueil de jour ou se poser dans le CARUD. Et il y a des jeunes qui sont sous prise en charge, effectivement, qui sont en lien avec des associations de prévention spécialisées ou accueil jeunes ou autres. Mais je pense que c'est vrai. Ce que je disais, c'est que c'était des NIT. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas en condition de stage, ni d'emploi, ni de scolarité. Ça, c'est la condition. C'est-à-dire que si le jeune est en stage ou en emploi ou en scolarité, il ne peut pas rentrer sur tapage. Ouais. Et après, juste pour ajouter un dernier levier qui est très mobilisant aussi, c'est le bouche à oreille. Dès qu'un jeune, par exemple, issu d'un squat ou autre, fait un premier plateau tapage, lui va en discuter, va en parler à ses amis qui sont dans ce squat-là et donc mobiliser également d'autres jeunes via le bouche à oreille. Voilà. J'avais une question aussi, s'il vous plaît. Oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, oui. Bonjour, je suis Tina Lenoé, coordonnatrice politique de la ville et CLSPD sur la commune de Frontignan. Donc, vous avez répondu en partie à mon questionnement, parce que ça rejoignait un peu la question de Roland. Moi, je me posais la question, donc si j'ai bien compris, ce dispositif, il doit être porté et initié donc, par le CARUD et après l'autre organisme, je n'ai pas très bien compris ce que c'était, SAPA, c'est ça? Oui, un SAPA. D'accord. Je me posais la question si ça pouvait être à l'initiative d'un CISPD sur un territoire intercommunal, à partir du moment, bien sûr, où il y avait peut-être une équipe d'éducation spécialisée, ou c'était vraiment un dispositif qui doit être piloté par ces structures-là, le CARUD et le SAPA, ou si ce n'est pas possible que ce soit piloté et initié par un CISPD, comment on peut faire le lien sur le suivi de ces personnes qui font des tapages, parce qu'à ma connaissance, on n'a pas de retour de qui font ces tapages, et comment on peut être complémentaire sur l'accompagnement. Alors, il y a plusieurs. Donc, la première phase de la question, c'est est-ce que CISPD peut porter tapage? On a été très clair sur la question de qui porte tapage. Après, le CISPD peut se tourner vers le CARUD ou le XAPA qui est sur son territoire et voir en quoi ce CARUD ou ce XAPA peut être aidé pour développer et candidater pour porter tapage. Je pense que là, c'est tout à fait intéressant dans la mesure où, effectivement, c'est la question du travail avec, ensemble, en partenariat avec les institutionnels et autres. Sur la deuxième partie, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, très bien.
Sur la deuxième partie de votre question, c'est en gros, on aimerait bien savoir qui sont ces jeunes, où ils sont et ce qu'ils font. C'est ça? Oui, pour compléter l'accompagnement, si besoin, il y a. Alors, ce qui est possible, c'est je suis un éducateur, j'oriente une personne, c'est la loi, tout simplement, ce que je vous réponds. Je suis un éducateur, j'oriente une personne adulte vers un dispositif quel qu'il soit. La personne est au centre de cette orientation et de cet accompagnement. Donc, la personne, les communications liées à cette personne, si il ou elle est venu, pas venu et tout ça, bah, c'est en lien avec la personne directement. C'est-à-dire que là, forcément, ta page, comme toute structure, n'a pas, et c'est la question du cadre du secret professionnel et du secret professionnel partagé, n'a pas à communiquer si une personne est venue sur son dispositif, sauf si la personne l'y autorise. D'accord. Sur la question de la minorité, c'est différent dans la mesure où on est sous autorisation parentale, puisqu'on est sur des jeunes qui peuvent être de 16 à 18 ans. En conditions de travail, c'est la loi pareil, avec autorisation parentale. Et là, si le jeune est prévenu que s'il ne vient pas, on devra signaler le fait qu'il n'est pas venu. D'accord. Ce qui est important, c'est vraiment aussi, puisqu'on on insiste sur la question de la capacité, du pouvoir d'agir des personnes, c'est vraiment de la remettre au centre de leur accompagnement et qu'il ou elle soit en mesure de pouvoir communiquer. Mais en fait, ça se fait toujours très bien. Nous, l'ensemble des personnes qui nous orientent, des jeunes, repassent par le jeune ou le jeune repasse par nous pour communiquer avec cette personne-là. La plupart du temps, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, d'assez fluide. Voilà. Mais après, on peut pas, ta page est un dispositif de réduction des risques autour des questions de santé. Ta page est inconditionnelle en termes d'accès, c'est-à-dire que je peux dire que je m'inscris et ne pas venir, et ça ne veut pas dire que je vais être exclu des autres chantiers. Si jamais je viens et que j'arrive à tenir qu'1 heure le lundi et le jeudi, je peux peut-être tenir 4 heures. Enfin voilà, on s'adapte aussi à l'état du jeune et à là où il en est. Et donc, du coup, on n'est pas en situation de rendre des comptes ni de contrôle des jeunes. Mais il va de soi qu'on s'inscrit dans un partenariat médico-social auprès des jeunes et donc dans une prise en charge globale. Donc, on n'agit pas, ta page n'a pas vocation à s'autosuffire, quoi. C'est pas l'idée. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions. Est-ce que d'autres participants souhaiteraient avoir des précisions sur le fonctionnement du dispositif, sur la façon de le décliner localement? Ne soyez pas timide. Quand il y a peu de questions, j'estime que la présentation a été très claire. Mais merci. J'ai quand même un questionnement. Je reviens sur mon... bon, je comprends le secret professionnel, mais je prends un exemple. On a une personne sans domicile fixe qui fait un chantier tapage. Et nous, par exemple, sur le territoire de Frontignan ou de l'Agglo, il y a eu une problématique diverse. Enfin, je ne sais pas, par exemple, du trouble à l'ordre public avec la même personne. Donc, on va essayer de se rapprocher des partenaires dans notre réseau pour savoir si cette personne est déjà suivie par ailleurs et comment on met tout le monde autour de la table pour pas faire doublon dans l'accompagnement. Mais si on est confronté au secret professionnel, malgré une charte de confidentialité avec tous les partenaires d'un CLSPD ou d'un CISPD, comment on fait pour se mettre tous autour de la table et ne pas faire doublon dans les interventions d'accompagnement? Je ne sais pas si c'est clair. J'entends votre question, mais je pense que je vais y répondre par la négative, pour une raison légale. C'est-à-dire que si la personne, si on a besoin de travailler tous ensemble autour de la personne, on peut lui dire, écoute, voilà, il se passe ça, on a identifié que
que tu allais dans d'autres structures. Peut-être tu peux nous dire dans quelle structure tu vas. Je suis désolé, parce que j'ai beaucoup de bruit autour de moi. Et donc, du coup, on va faire en sorte est-ce que tu veux bien nous dire, nous convier à cette rencontre d'autres acteurs qui seraient autour de toi, voilà. Quelles seraient les personnes avec lesquelles tu travailles et avec lesquelles tu te sens en confiance pour qu'ils puissent venir réfléchir avec toi. C'est le cadre dans le social et le médico-social, c'est un cadre qui est donné par les annexes 24 de 75 et qui a été réitéré en 2000 avec la question de la loi de rénovation sociale et médico-sociale et qui indique en quoi on fait du secret professionnel partagé et des réunions de synthèse éventuellement, puisque c'est ça que vous dites, autour d'une situation. Voilà. Ça peut être proposé comme ça, mais c'est proposé sous autorisation de la personne. Oui, d'accord. Donc, c'est à vous de l'associer et de voir s'il est OK pour voilà, travailler. Autrement, moi, je suis couvert par la loi et je dis mais excusez-moi, madame, hein, c'est pas Étienne Normand, on s'en fout de lui. C'est en tous les cas, en tant qu'acteur de réduction des risques et en tant que CARUD, on est en fait sur un anonymat renforcé. Okay, toute personne qui vient ici, moi, j'ai pas leur nom, j'ai pas leur prénom, j'ai pas de fichier dans un CARUD. Je n'ai que Étienne, on va dire mon surnom, ce serait Titi, hein, voilà. Titi 59, eh ben il vient, il est venu X fois, voilà. Je n'ai pas de données et je n'ai pas accès à des données sensibles. Non, mais ça, bien sûr, j'entends. Et donc, de fait, non, mais c'est important. Et de fait, si vous interrogez, vous, en tant que CISPD, un CARUD ou un dispositif tapage pour savoir si la personne va bien et autres, mais sauf à ce qu'il fasse une erreur, la personne n'a pas le droit de vous dire. Vous voyez ? Parce qu'en plus, vous ne faites pas partie des professions référencées au titre du secret. Article 122.1 et 2 du Code pénal. Donc, en fait, il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut vraiment plutôt choisir et essayer d'aller vers la personne et de dire, bon, on a un souci ensemble. Est-ce qu'on peut y répondre de manière un peu plus collégiale, un peu plus concertée? Est-ce que vous en êtes d'accord? C'est dans votre intérêt, dans notre intérêt. On voit bien qu'il y a un truc qui fait friction, qui fait crispation, mais on sait aussi, et qui fait violence entre nous, mais on sait aussi que probablement vous essayez de faire des choses à côté, donc on vous suggère de nous mettre tous ensemble autour de la table. Oui, ok, mais j'ai compris la démarche. Très bien. Eh ben, je vous propose, si vous le souhaitez, de nous envoyer donc à l'adresse mail que je vous ai adressée au début, yvesjarlan@tadi.org, des propositions de sujets à aborder pour les prochaines rendez-vous de l'emploi et des entreprises initiées par le Pacte des solidarités. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine, février ou mars. Au revoir, merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne fête. Au revoir. Merci, au revoir.